Comme l'écrit Romain Nicole, responsable de l'activité logistique pour Cushman & Wakefield, je cite, « Les villes et la logistique urbaine continuent d'évoluer dans l'environnement post-pandémique. Et avec elles, les stratégies immobilières en matière de logistique urbaine évoluent également. » Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Mais qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui demeure inchangé ? Quelle est l'actualité de Cushman & Wakefield au printemps 2024 ? Nous parlons de tout cela aujourd'hui en compagnie de Barbara Korenyugin, présidente de Cushman & Wakefield. Barbara Korenyugin, à qui nous avons demandé de nous dévoiler le résultat de Cushman & Wakefield sur le premier trimestre de 2024. Alors en effet, j'ai la chance de diriger les équipes de Cushman & Wakefield en France. On est présent sur différents métiers, le leasing, en bureau, en industriel, en retail, en logistique, le capital market sur les mêmes classes d'actifs, plus le résidentiel sous toutes ses formes, la santé et l'hôtellerie, la gestion immobilière et la gestion technique sur bureau, logistique et retail, l'expertise immobilière, le conseil utilisateur et le design and build. Donc tout ça pour un effectif d'un peu moins de 500 collaborateurs. Si vous le permettez, je voudrais quand même revenir sur l'année 2023 avant d'attaquer le bilan du Q1 2024, parce que l'année 2023, malgré un contexte très compliqué, comme vous le savez, était une bonne année pour Cushman & Wakefield France, et je voudrais quand même le souligner. En effet, donc on a été numéro 1 en expertise immobilière. En capital market, on a réalisé 2 milliards de transactions sur les 11 milliards 7 transactés l'année dernière. On est en effet numéro 1 en capital market retail et nous réalisons 2 des 8 plus grosses transactions intermédiaires l'année dernière en investissement en 2023, avec notamment le conseil acquisition d'Italie 2. Donc le portefeuille Marcus également, 5 outlets, la transaction, la vente des Florinèges en hôtellerie à Courchevel. Bref, une très bonne activité de notre département investissement. On a été également en 2023 numéro 1 en retail leasing. Nous avons commercialisé près de 30 000 m² de surface commerciale, fait 8 transactions sur 10 sur les Champs-Élysées, comme celle de Delsay, Rituals ou encore Levis. Enfin, on a réalisé en 2023 l'une des plus grosses transactions logistiques avec un clé en main pour la foncière du groupe Leclerc de 66 000 m². En office leasing, on a réalisé de belles transactions comme l'installation d'Oracle, 6 000 m² à Messine, Bayard Presse, 8 000 m² à Malakoff. Et en design and build, on a réalisé 55 chantiers qui représentaient à peu près 80 millions de travaux entre plusieurs Primark, des rénovations de résidences de tourisme et d'hôtels ou du bureau, comme pour un gros GAFA rue de Clichy ou des aménagements pour IWG à Nantes et Montpellier. Alors, pour revenir à votre question sur le Q1, on n'est plutôt pas mécontent de notre Q1 qui démarre bien. On est plutôt un peu au-dessus de nos objectifs. On signe au Q1 la vente du centre commercial au Paris Nord. Et en transaction investissement, on réalise un volume de 286 millions de transactions réalisées par Cushman sur un total d'1,8 milliard. Donc c'est plutôt bien, même très bien en termes de part de marché. En leasing, on pilote plus de 35 missions de recherche exclusives de plus de 1000 m² qui vont se transacter dans l'année. En property management, on a renouvelé tous nos mandats stratégiques avec nos grands clients. On remercie pour leur confiance et on a aussi gagné de nouveaux mandats comme celui de la Tour Accor pour Valesco, la Tour Legend, et on poursuit notre développement en property en logistique avec de nouveaux mandats gagnés. Donc c'est plutôt un bon bilan, mais la route est longue et on sait qu'il va falloir pédaler jusqu'à la fin de l'année. Voilà, de beaux chiffres donc pour 2023 et également pour ce premier trimestre 2024. Mais quel est votre sentiment, Barbara, sur le marché locatif tertiaire et celui de l'investissement en ce début d'année ? Selon moi, les besoins de remise à niveau qualitative des parcs d'exploitation vont constituer un soutien solide et durable de la demande placée, même si je pense elle s'établira à l'avenir, et en particulier cette année, plutôt autour d'une moyenne proche de 2 millions de mètres carrés en Île-de-France versus les 2,3 millions de demandes placées moyennes sur les 10 ans pré-Covid. Alors, le premier trimestre, il confirme effectivement cette tendance, puisqu'on est sur un premier trimestre avec 450 000 m² transactés sur les 3 premiers mois, ce qui est plutôt une bonne performance, stable sur un an et conforme à la moyenne post-Covid. Si je creuse un peu plus sur ce premier trimestre 2024, ce qui est plutôt rassurant et ce qui confirme effectivement que les besoins de mise à niveau et les besoins qualitatifs des utilisateurs vont être un bon driver pour soutenir la demande placée, c'est qu'en fait, on a un fort rebond des transactions supérieures à 5 000 m² sur ce premier trimestre,
avec 17 transactions versus 9 l'année dernière. Donc ça montre bien l'appétence croissante des grandes entreprises pour effectivement s'établir et établir leurs collaborateurs dans des immeubles confortables, conformes aux décrets tertiaires, aux enjeux ESG, aux enjeux de centralité, etc. Donc, d'une façon générale, je pense que on retrouvera probablement pas le niveau de demande placée, c'est notre projection à nous, malgré la croissance du PIB qu'on espère effectivement en 2025 et au-delà, mais on aura quand même une très bonne résilience en Île-de-France de la demande placée autour des 2 millions de mètres carrés. Pour ce qui est du marché de l'investissement, très clairement, on est rentré dans une nouvelle ère avec la fin de l'argent gratuit. Ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. On a un marché de l'investissement qui est encore convalescent au Q1 parce que si on regarde les chiffres, les volumes de transactions au Q1, c'est 1,8 milliard. Donc, il faut revenir à 2009 pour arriver à ces volumes-là qui sont quand même assez bas. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce Q1, on a des volumes d'investissement qui sont assez bien répartis. C'est la première fois qu'on voit ça avec 40% en bureau, 25% en retail et 29% en logistique et 10% en industriel. Très polarisé aussi parce que sur l'investissement bureau, 81% des volumes transactés se sont positionnés dans Paris. Donc, on voit bien pour l'instant, les investisseurs ont du mal à évaluer quels sont les bons prix en périphérie. Donc, effectivement, tout le monde se positionne plutôt sur Paris intramuros. C'est 76% des transactions, c'est plutôt des volumes inférieurs à 100 millions d'euros. Voilà pour ce qui est du premier trimestre. Après, encore une fois, je pense que la stabilisation des taux directeurs à laquelle on assiste depuis plusieurs mois et la perspective de baisse des taux directeurs nous permettent d'imaginer quand même un rebond et une reprise du marché de l'investissement vers des volumes qui seront évidemment pas un retour au volume qu'on a connu, en tous les cas pas immédiatement, mais on pense que cette année s'établira plutôt entre 10 et 20% de rebond par rapport à l'année dernière. Une estimation donc d'un rebond de 10 à 20% par rapport à l'année dernière. Comment Cushman & Wakefield s'adapte-t-elle aux nouveaux besoins en matière de tertiaire ? Si j'ai bien suivi ce que nous disait il y a un instant Barbara Koreniugin, même si on ressent une plus forte demande dans Paris intramuros, les grandes entreprises sont encore friandes de grands volumes pour leurs bureaux. C'est ça, Barbara Koreniugin ? Non, alors quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un rebond des transactions de plus de 5000 mètres carrés, ça ne veut pas dire qu'il y avait des très grandes transactions. Ça veut dire qu'en nombre, elles ont été plus importantes. D'accord. Mais en surface, on ne peut pas dire qu'elles soient très significatives quand même. Voilà, la tendance à la réduction des surfaces, elle est quand même là. Et on va dire que l'hybridation des modes de travail est durablement installé, ça c'est certain. Comment est-ce que Cushman & Wakefield intègre ces préoccupations environnementales et sociales dans vos activités, dans un contexte de plus grande sensibilité justement aujourd'hui aux enjeux de durabilité ? On a été en fait très précurseurs dans la construction d'outils qui permettent d'évaluer l'impact des risques climatiques sur la valeur des immeubles. Je crois que nos premières grilles d'évaluation de l'impact des risques climatiques, elles ont au moins 5 ou 6 ans, nos premières missions. Et on a construit aussi pour nos clients une offre de services ESG extrêmement complète qu'on a baptisée Act Smartly, qui englobe aussi bien tout ce qui concerne la conformité réglementaire, taxonomie européenne, CFRD, CSRD, l'évaluation des risques climatiques et leur impact sur la valeur des immeubles, les stratégies net zéro carbone, les certifications et aussi les audits décrets tertiaires. Ensuite, pour ce qui concerne Cushman en tant qu'entreprise et nos propres engagements en tant que corporate, on est très engagé sur les enjeux ESG. On est certifié ISO 14001 en France depuis cette année. On est également certifié EcoVadis Gold sur toutes nos lignes de métier depuis 2023. Cette certification, elle évalue notre stratégie ESG, nos actions, les résultats obtenus. Et enfin, pour tout ce qui est enjeu de diversité et d'inclusion, un groupe comme Cushman a pris depuis très longtemps conscience de ces enjeux stratégiques et ils sont intégrés de façon très concrète et très opérationnelle dans chacun de nos pays et chacun de nos métiers. À titre d'exemple, on a un index égalité professionnelle hommes-femmes de 94% en progression permanente. Et on a, parmi les 10 plus hautes rémunérations en France, 5 femmes. Donc je pense qu'on est une entreprise socialement engagée, responsable en termes d'empreinte environnementale,
À titre d'exemple, on a revu toute notre politique voiture, il n'y a plus de voitures thermiques, enfin, on fait très attention au pilotage de nos consommations énergétiques. Nos habitudes de mobilité ont énormément changé depuis qu'on est installé à Neuilly, tout le monde utilise le pass Navigo, y compris moi, enfin bref, donc... Et nos collaborateurs sont très, très sensibilisés à ces thématiques-là. C'est aussi, pour nous, on se rend compte, un enjeu de différenciation dans l'attraction des talents. Ensuite, pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas tout à fait répondu, parce que vous m'avez posé une question concernant la façon dont on s'adaptait, nous, aux nouvelles demandes sur le tertiaire et aux nouvelles expressions de besoins des utilisateurs. Chez Cushman, il y a une culture forte de l'utilisateur avec une practice workplace stratégique qui est très développée et qui nous permet d'accompagner nos clients très en amont sur leur réflexion immobilière. En plus, on dispose depuis longtemps, parce qu'on est une entreprise plus que centenaire, de données et de benchmarks sur des secteurs d'industrie qui sont des secteurs d'industrie actifs dans les mouvements immobiliers en ce moment, comme la banque, comme l'assurance, comme le legal, comme la tech, comme le conseil. Et ces benchmarks-là nous permettent aussi de bien conseiller des clients et à eux-mêmes de se positionner par rapport à leurs pairs. Donc ça, c'est le travail qui est réalisé au quotidien par nos équipes de conseil utilisateurs. On a aussi, je pense maintenant, une forte capacité à accompagner nos clients investisseurs dans leur réflexion sur les meilleurs scénarios possibles pour leur patrimoine entre je conserve, je vends, je fais une réhabilitation légère, je fais une restructuration lourde, je fais un changement d'usage grâce à notre parfaite connaissance de toutes les classes d'actifs, de la profondeur des marchés, des ERV, de la façon dont les operating business fonctionnent. Et donc, on est capable de modéliser, en incluant les coûts de transformation, les risques associés, la création de valeur pour les aider finalement à choisir quel est le meilleur des scénarios pour effectivement améliorer la performance de leur portefeuille. Donc cette offre, on l'a dénommée Rethinking, et c'est une offre qu'on développe à l'échelle européenne et qu'on développe bien entendu en France aussi. C'est intéressant en effet de mettre l'accent sur la partie conseil de Cushman & Wakefield dans la mesure où nous vivons une période de transition et que le rôle des professionnels de l'immobilier vis-à-vis de leurs clients et celui de Barbara Corignoguin en particulier en tant que présidente de Cushman & Wakefield, ce rôle est d'anticiper et d'imaginer comment les choses vont évoluer. Exactement, et effectivement, c'est une période compliquée, mais c'est une période passionnante parce qu'encore une fois, notre rôle de conseil prend tout son sens. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que nos clients réussissent. C'est que nos clients performent. C'est ça notre rôle. Et donc effectivement, il faut qu'on soit des problem resolving, si je prends voilà. C'est notre boulot, ça. C'est d'essayer de les aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés et de faire en sorte qu'ils soient successful. Et ça passe forcément par la mise en place de stratégies de développement. Et ça passe par la mise en place de stratégies de développement. Alors, clairement, moi, j'avais un premier plan à 3 ans qui est aujourd'hui exécuté. Avec les membres du board, on commence à travailler sur notre plan à 3 ans pour 2025 et au-delà. Donc, ça va passer par, évidemment, continuer à poursuivre la croissance en termes de part de marché sur certaines de nos activités et le développement de nouvelles offres de services ou de nouveaux métiers, de telle sorte que la boucle soit parfaitement complète entre le conseil amont et l'exécution, notamment pour ce qui est rethinking, et je pense notamment à tout ce qui peut être du project management investisseur. À vous écouter, Barbara, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'optimisme dans ce que vous nous dites. On sait que dans le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué avec la crise de l'immobilier, la crise du logement qui touche le secteur. On a l'habitude de terminer comme ça nos interviews dans les grands entretiens. Est-ce qu'il y a quand même, alors vous allez sûrement me dire oui, des raisons d'espérer, et quelles sont-elles selon vous ? Bon, si vous parlez du logement, effectivement, ce qui se passe est assez terrible. Et moi qui ai un long passé de promoteur, avoir été investisseur et conseil, je compatis et je suis navrée de voir la situation dans laquelle les promoteurs sont. Cela dit, les raisons d'espérer, elles existent quand même. D'abord parce que je pense que cette profession a démontré combien elle était capable de s'ajuster. C'est pas la première crise qu'on traverse et c'est pas la dernière. Et ces métiers-là ont survécu. Ils vont se transformer, ils vont s'adapter. Les besoins en logement sont immenses. La bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt des prêts sont quand même en train de baisser. Donc, les volumes de transactions sont en train de repartir gentiment. Deuxièmement, les gestionnaires d'actifs sont très intéressés par le résidentiel sous toutes ses formes, que
que ce soit le résidentiel géré comme le résidentiel étudiant, le co-living, mais également les immeubles résidentiels qui offrent un potentiel de création de valeur et qui peuvent être situés, qui sont situés dans des secteurs en tension, par exemple en Ile-de-France, Boulogne, Levallois, Paris. On a réalisé notamment 2 belles transactions récemment, dont une au Q1 avenue Victor Hugo pour le compte de CDC Investissement à Neuilly. Donc c'est une classe d'actifs qui est attractive. Les investisseurs regardent ça très près et notamment sur le géré. Donc oui, voilà, c'est une traversée douloureuse pour les professionnels du logement, mais encore une fois, ce sont des grands professionnels et il y a une demande soutenue sur cette classe d'actifs. Cushman & Wakefield, une société qui est attractive, là aussi si on vous écoute bien. Écoutez, je crois parce que d'abord, on a la chance d'avoir une équipe et des collaborateurs bien stabilisés. On a la chance d'avoir des perspectives de croissance pour cette année qui sont réalistes grâce à la qualité du travail de nos collaborateurs qui nous permettent de fidéliser nos clients et d'en conquérir ou reconquérir d'autres. Je pense que nous ne sommes pas dans une entreprise où forcément on est dans la course à l'échelle. Ce qu'on veut, nous, en fait, finalement, c'est être l'interlocuteur pour nos clients qu'on doit absolument interroger si on a une problématique immobilière. Cushman & Wakefield qui sait donc se rendre indispensable pour ses clients. Merci à Barbara Korenioguin, présidente de Cushman & Wakefield, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Retrouvons-nous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.